Mais quand la République démocratique du Congo se fait agresser depuis des années par le mouvement M23, rien, quelques belles paroles pour tromper, pour enfumer, mais aucune sanction réelle contre le Rwanda qui soutient ce mouvement. Alors la vie d'un Congolais, chers collègues, vaut-elle moins que la vie d'un Ukrainien ? Mesdames et messieurs, bienvenue. Comme d'habitude, nous avons toujours l'habitude de nous déplacer pour rencontrer les experts dans de différentes matières. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous, très chers téléspectateurs, M. Al-Kitenge, qui nous plaît à présenter aux yeux de vous, aux yeux de nos téléspectateurs, les internautes, ceux qui nous suivent en ligne à partir du Canada, à partir de la France, notamment ici dans des provinces de la République démocratique du Congo. Nous recevons pour vous, Thierry, M. Al-Kitenge, qui nous disons bonjour monsieur. Bonjour. Oui, ici aujourd'hui nous sommes venus vous rencontrer et vous êtes expert en économie et dans ce cadre-là que nous sommes venus vous rencontrer pour parler avec vous sur quelques questions sur l'économie de la République démocratique du Congo. Monsieur Al, la première ministre vient de mettre son gouvernement et d'ailleurs récemment ils étaient en 2 jours de séminaire du gouvernement qui a été fait hier. Comment vous trouvez l'économie congolaise en général? Merci beaucoup pour votre question. Vous mélangez les choses, vous parlez de la première ministre et vous parlez de la question générale qui est celle de l'économie. Je vais me détacher de la première ministre et du gouvernement pour répondre d'abord à la première question. Merci. C'est celle de dans quel état est l'économie congolaise? L'économie congolaise est dans un état de fébrilité. Nous sommes une très petite économie. En termes de production par tête d'habitants, nous sommes parmi les 5 derniers dans le monde. Nous avons une population jeune, ça devait être un atout majeur. Malheureusement, le chômage frappe de manière majoritaire cette jeunesse, donc la contribution à l'économie est très faible. Nous avons 2 autres faiblesses. C'est qu'une grande partie de notre économie est faite des importations. Donc, nous sommes une économie extravertie. Ça veut dire au lieu de financer le travail dans le territoire congolais, nous finançons le travail à l'extérieur. Et même quand nous avons un peu de travail ici chez nous, il se fait malheureusement en grande partie dans l'informel. Et donc avec plus de 80% de notre population qui travaille dans l'informel, il n'y a pas moyen d'avoir des services publics universels, il n'y a pas moyen d'avoir ce qu'on appelle la protection sociale. Et donc notre économie est très malheureusement dominée aussi par un secteur qui lui donne l'impression d'aller bien, c'est le secteur minier qui est pourvoyeur de 92% des devises. Et donc elle n'est pas diversifiée. Ce qui fait que très malheureusement, elle n'est pas diversifiée du point de vue géographique, ça veut dire qu'il y a des zones où il n'y a pratiquement pas d'activité économique structurée, mais également elle n'est pas diversifiée du point de vue sectoriel, ça veut dire qu'il y a des secteurs de l'économie qui ne sont pas du tout actifs. Et maintenant, parlons de comment booster l'économie de la RDC, quel schéma à prendre pour que l'économie de la RDC soit boostée? À partir du moment où nous avons identifier les grosses faiblesses de notre économie, en l'occurrence son extraversion, son caractère informel et son caractère dominé par un seul secteur qui est le secteur minier, qui est un secteur d'ailleurs épuisable, il faut donc aller de manière matricielle vers une solution. Et la solution, elle ne va pas dans 3 angles, elle va dans 2 angles. Le premier, c'est la modernisation de l'homme, qui donne la compétitivité des gens en bonne santé et des gens bien éduqués et bien formés. Ça donne la compétitivité, donc l'attractivité majeure de notre économie, de notre pays en tant que destination des investissements. Deuxième, c'est de faire en sorte que tous nos investissements et toute notre consommation soient orientés vers la production locale. Il faut donc que tous les outils de l'État, de la création d'entreprises, de différents fonds, dont le Fonds de promotion de l'industrie et les autres, soient orientés vers la créativité, de sorte que notre pays soit en mesure d'avoir suffisamment d'entreprises dans tous les secteurs, sur tout le territoire national, pour être en mesure de créer des emplois ici et donc créer des biens que nous allons consommer ici. Notre premier point de renforcement de capacité en tant que pays, c'est de renforcer le produit intérieur brut. Et pour le faire, il faudrait que tout le monde mette la main à la pâte. C'est pour ça que moi, chaque fois que j'en parle, je dis, c'est bien d'avoir un gouvernement central fort, mais il faut avoir des gouvernements provinciaux forts et intelligents, qui n'ont pas la main tendue, qui savent qu'ils peuvent être en mesure de produire avec les ressources locales de l'économie provinciale. Et ceci peut être cascadé jusqu'au niveau local. Et je pense simplement que
le PIB national est la somme des PIB des différentes provinces. Et très malheureusement, jusqu'à présent, dans la psychologie des Congolais, le seul point de commandement, le seul point d'impulsion, c'est le gouvernement central, et c'est une erreur majeure. Merci beaucoup. Nous parlons de l'économie. Le parc Mukambalozo aussi, ça fait partie de créer pour venir booster l'économie de la RDC. Et d'ailleurs, on vient de voir son procès renvoyé au 11 novembre. Et qu'est-ce que nous pouvons comprendre par ce parc industriel de Mukambalozo? Ça tombe très bien. Est-ce que c'est un problème de personnes que vous venez de dire que peut-être on doit former les gens compétents? C'était manque de personnes compétentes ou soit c'était mal parti? Je pense que vous soulevez une question qui me donne moi un levier de communication. Je reviens la semaine dernière d'un pays qui s'appelle le Bénin. Et j'ai visité ce qu'ils appellent le parc industriel. Lorsque vous regardez le Bénin, c'est 16 millions de personnes, c'est plus ou moins la ville-province de Kinshasa en termes de nombre de personnes, et vous regardez la qualité et la quantité du travail qui est en exécution, vous comprenez la différence qu'il y a entre le Bénin et la RDC. Chez nous, on commence des bons projets, malheureusement on a difficile à les mettre en exécution. Le projet auquel vous faites référence est un projet très intelligent, bien pensé, qui devrait être bien conçu et être bien réalisé. Mais malheureusement, des faiblesses structurelles nous ont empêchés de donner des résultats, et les faiblesses en question, c'est la corruption et les détournements. Et ça, malheureusement, j'ai écrit un livre sur la question, sine qua non, afin de déraciner la corruption, et je le dis de manière assez claire dans mon livre. Si nous désirons progresser, et nous désirons progresser rapidement, l'une des choses dont on doit absolument se débarrasser, c'est la corruption. Et je donne des mécanismes pour y arriver. La deuxième des choses que l'on devrait acquérir, par contre, c'est la digitalisation, la modernisation de l'État. Et je crois qu'aujourd'hui, la difficulté que nous avons en RDC, c'est d'exécuter ce que nous pensons. La plupart de nos projets se terminent à mi-chemin. Je vais vous donner un chiffre qui va être très surprenant pour vous. 92% des lois votées les 10 dernières années ne sont pas entrées en application de manière totale. Et ça, encore une fois, c'est notre incapacité à mener les réformes de bout en bout. Et j'espère et je crois avoir bien compris que c'est le cheval de bataille de la Première ministre, c'est d'être en mesure d'être efficace. Efficace, ça veut dire commencer une chose et le terminer dans le délai. Je voudrais vous donner une illustration. Il y a un petit pays qui s'appelle l'Estonie. Entre le moment où la loi est entamée et le moment où on la met en application, c'est 7 jours. Chez nous, ça peut faire des années. Nous sommes là dans la 10e année de la loi sur la libéralisation du secteur de l'électricité. Et jusqu'aujourd'hui, même des simples documents à signer pour être en mesure de faire ce qu'on appelle les mesures d'application de la loi traînent encore, et vous vous posez la question, pourquoi? Et donc, encore une fois, très malheureusement, on a des ralentissements qui sont liés à notre capacité à travailler. Donc, si je t'en dois comprendre, sous le plan économique, l'État congolais avait déjà sorti l'argent de la corruption. Comment est-ce que vous avez le levier de propositions pour combattre cela? Attaque économiste. Mais c'est un choix de pays. Vous savez, je suivais une vidéo il y a 2-3 jours en Chine. On exécute les gens qui sont impliqués dans la corruption. On exécute des gens qui fraudent et qui trichent, y compris quand ils sont membres supérieurs du parti politique au pouvoir. La corruption est une véritable gangrène, elle détruit toute forme de prospérité. Il va falloir qu'à un moment donné, nous prenions des dispositions pour que nous en fassions l'ennemi numéro 1 du pays. Et le jour où on en fait l'ennemi numéro 1 du pays, on doit être en mesure d'avoir la discipline collective qui engendre la discipline individuelle. Même quand vous êtes des gens intelligents, si vous êtes corrompu, votre valeur vaut 0. J'aimerais aussi revenir sur la question là, pour ceux qui défendent même ces projets-là à la télé, il y a je pourrais dire des défenseurs de ce projet, ils disent que parfois c'est le sol qui a posé problème. Partagez-vous cet avis? Ça s'appelle de l'incompétence pure et simple, excusez-moi, parce que l'Israël est un pays désertique et ils produisent de la nourriture. Les questions de la qualité du sol ont été résolues. Le monde entier a trouvé ce qu'il faut faire
pour réhabiliter la qualité des sols. Il y a des micro-organismes et des champignons spécialisés pour être en mesure de pouvoir amender le sol pour qu'il soit en mesure de travailler. La question du sol a été prise en charge par la science. Et si on commence à poser la question du sol après avoir lancé le projet, ça veut dire que quelque chose n'a pas été fait en son temps. Et je peux vous garantir qu'il ne s'agit pas de ça. Le vrai problème, c'est qu'il y a eu mégestion. Est-ce qu'au niveau, le secteur aérien peut booster l'économie d'un pays? Bien sûr, dans un pays aussi grand que le nôtre et qui est si fragmenté en termes d'infrastructure, le transport aérien, surtout le transport aérien cargo, peut être un accélérateur de l'économie de notre pays. Ajouter à cela la mobilité des gens, c'est à mon avis un facteur extrêmement important. Et là, je voudrais saluer un ministre de l'économie, le ministre Kalumba, qui a réussi à réduire les billets presque par 3 et qui a permis que nos avions, ceux qui étaient là en tout cas en ce moment-là, deviennent des avions qui partent avec un taux de remplissage élevé. Nous étions le pays où les 1000 km étaient les plus chers du monde et ce n'était pas acceptable. Je crois simplement que oui, bien sûr, le transport aérien est un facteur accélérateur de l'économie, mais surtout le transport aérien du cargo. Et lorsqu'on voit, nous avons une compagnie aérienne qui est Congo Airways et qui est tombée en faillite. Et d'ailleurs récemment, au conseil du gouvernement, le business plan du VPM de transport était approuvé au conseil du gouvernement pour 5 ans pour relancer cette compagnie. La chute de cette compagnie. Les mêmes choses, les mêmes causes. Qu'est-ce qui cause toutes ces... La même chose et les mêmes causes, des gens qui vont en prison pour détournement et fraude, et c'est connu de tout le monde, et un manque de discipline corrective, c'est tout. On sait ce qui s'est passé effectivement avec Congo Airways. Il y a des gens qui ont détourné de l'argent qui venait avec la subvention sur les produits pétroliers et autres. Tout le monde le sait, et les personnes qui ont été impliquées sont connues. Il y en a qui sont allés en prison et malheureusement, la situation est exactement la même. Mais je voudrais ici revenir sur un autre facteur. Nous avons une autre société qui est en faillite, c'est Transco, qui est une société de transport. D'ailleurs, hier, ils n'ont pas travaillé parce qu'il n'y a pas de carburant. Oui, mais bien sûr, c'est la plus grosse bêtise de ce pays, c'est qu'on pense qu'on peut subventionner le transport de manière totale. La réponse est que ce n'est pas faisable. Il n'y a pas de raison que le transport sur le Wewa coûte 3 à 4 000 francs et les gens payent, et que vous imposiez aux gens de payer 500 francs dans les bus Transco au prétexte que vous allez subventionner. Et on se rend bien compte qu'on n'est pas capable de subventionner. Alors, s'il vous plaît, remettez les bus en circulation, remontez le prix à 2 000 à 3 000 francs, les gens vont payer, ils vont entrer, et la société va avoir l'argent pour être en mesure de se prendre en charge toute seule. Je ne comprends pas cette idée qui a tué une dizaine de sociétés de transport, à commencer par STK et les autres. Non, je parle des sociétés dans le transport urbain, aussi bien au Katanga qu'ici. Toutes les sociétés qui ont suivi le même modèle sont tombées en faillite et tout le monde l'a vu. J'ai difficile à comprendre qu'on ne comprenne pas qu'en faisant la même chose, on aura le même résultat. L'RDC, on dit que l'RDC est un pays complètement riche. Mais on voit souvent les gens et les dirigeants et les investisseurs se précipitent au niveau de Kolwezi, au niveau de l'Oualaba. Je vous le disais tout à l'heure, l'une des faiblesses de notre pays, c'est que nous pensons que le seul secteur dans lequel nous pouvons prospérer, ce sont les mines. Et d'ailleurs, toutes les mines sont entre les mains d'entreprises étrangères, ce qui n'est pas nécessairement mauvais, mais aucun pays ne peut progresser s'il ne produit qu'à un endroit précis et s'il ne produit qu'une seule matière. Et donc avoir notre économie basée sur une zone particulière, en l'occurrence le Katanga, et ne pas produire sur tout le reste du pays et espérer avoir une stabilité, c'est juste impossible. Deuxième chose, aller dans le secteur minier au Katanga et un petit peu dans le nord et espérer que nous pouvons être stables, c'est impossible. Il faut produire de la nourriture, il faut développer le tourisme, il faut développer les autres secteurs. Il n'y a pas moyen de penser que tout le monde peut travailler dans le secteur minier, c'est juste impossible. C'est ce qu'on appelle un secteur qui utilise énormément de machines et donc qui crée très peu d'emplois. Je crois et je reste convaincu que la nécessité de diversifier géographiquement notre économie et de diversifier sectoriellement notre économie s'impose. Et ça procède de ce qu'on appelle un plan stratégique. On ne peut pas avoir un plan stratégique national sans avoir des plans stratégiques provinciaux. C'est ici où je vous disais, oui, bien sûr, il y a l'impulsion qui devrait venir
du gouvernement central, mais nous avons 26 provinces. Chacune doit avoir un plan stratégique de développement lié à ses spécifications, à ses spécificités. Merci beaucoup. Nous allons revenir sur votre interview que vous avez accordée aux confrères de RFI. En 2019, vous étiez devant nos confrères et vous avez affirmé qu'avec 5 milliards de dollars, même celui qui vend des éditions ne peut pas développer l'économie d'un pays. Ah, bien sûr. Aujourd'hui, nous avons un pays qui a un budget peut-être double que ça. Triple. Triple même que ça, 18 milliards de dollars. Pourquoi les choses ne marchent pas toujours? Parce que c'est là-bas, avec 5 milliards à l'époque, 2018, il y a un budget avec Matapono, c'était un budget de moins de 10 milliards, mais le coût de la vie, le dollar était un peu stable, mais avec 18 milliards de dollars, la population continue toujours à implorer. Je vais vous aider parce que je peux comprendre que ce ne soit pas votre secteur et que vous ne le compreniez pas. 5 milliards de dollars en 2019 pour une population qui a continué à croître à 3% chaque année, vous pouvez vous rendre compte que les rapports sont déjà un petit peu différents. Mais ce n'est pas ça le problème. 18 milliards de dollars, encore une fois, ça donne l'air d'être beaucoup. Mais pour un pays comme le nôtre, c'est encore très peu d'argent. Les gens qui vendent l'illusion qu'avec 5 milliards de dollars, ils ont donné un pays plus ou moins stable, la seule chose qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il y a des obligations d'État qui n'ont pas été payées. Une des obligations d'État, c'est la dette intérieure. De manière artificielle, stabiliser le marché n'est pas la solution. La solution, c'est de créer de la richesse dans le pays. Je vais vous donner un indicateur. Si on prend la pauvreté de l'Angola, on l'applique sur le Congo, notre budget devrait être de 90 milliards de dollars par année. Donc, si vous voulez comparer l'Angola à nous et donner au président les mêmes moyens pour agir, il faudrait que chez nous, le président ait 90 à 100 milliards de dollars pour être en mesure d'avoir le même niveau de pauvreté que l'Angola. Je ne parle pas du niveau de richesse. En fait, ici, je parle tout simplement du PIB par tête d'habitant. Okay? Et donc, encore une fois, on a l'impression que 16 milliards de dollars, c'est beaucoup d'argent. Non, c'est assez peu d'argent. Encore que, malheureusement, il faut l'utiliser, même les 16 milliards de dollars, l'utiliser correctement. Ça veut dire ne pas le détourner, s'assurer qu'on affecte l'argent à ce pourquoi il a été dépensé et qu'on ait déjà de manière cumulative la capacité de pouvoir engendrer les infrastructures de base, aussi bien dans le transport que dans la production d'énergie, parce que l'énergie est très importante pour le développement, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, en milieu industriel qu'en milieu semi-industriel ou artisanal. Il est important qu'on ait suffisamment d'énergie. Et donc, produire de l'énergie, avoir des infrastructures, avoir des gens de qualité, c'est des facteurs extrêmement importants qui peuvent permettre que ce pays avance. Mais pour ça, il faut être en mesure d'investir. Quand je parle de la santé, il est important qu'on investisse dans la couverture santé universelle, et personne n'investit dans la couverture santé universelle à l'époque. Aujourd'hui, parce qu'on a un peu plus d'argent, on peut y investir. À l'époque, on n'investissait pas dans la gratuité de l'enseignement. Et les gens ont l'impression que c'est une option. Non, pas du tout, c'est une obligation. C'est une obligation financièrement rentable. Il faut investir pendant une quinzaine d'années dans la capacité humaine pour que dans 15 ans, nous ayons des citoyens capables. Sinon, c'est impossible. Ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, la difficulté du président actuel, c'est qu'il a choisi d'investir dans ce qu'on appelle les secteurs ingrats. Mais c'est des secteurs de grandeur d'un pays. La couverture santé universelle, il faudrait que tout le monde ait la capacité d'être en bonne santé et qu'il vive longtemps en bonne forme pour être en mesure de travailler. Et il est important que progressivement, nous soyons en mesure de bâtir les capacités pour que nous ayons des gens capables de travailler viablement et d'être rentables. Malheureusement, ça c'est de l'argent qui n'est pas visible. Le seul argent qui est visible, c'est quand on fait une route parce que tout le monde voit. Et je crois qu'un homme d'État, son travail, ce n'est pas d'impressionner les citoyens, c'est de donner à la République des bases de sa prospérité d'aujourd'hui et de demain. Merci beaucoup pour notamment déjà vers la fin de notre interview. Je vais revenir sur la question du taux de dollar, la dévaluation du franc congolais. Mais qu'est-ce qui ne marche pas avec le dollar? C'est une seule chose, et je vous l'ai dit depuis le début. Quand vous êtes un pays qui importe toute sa nourriture, qui importe tous les biens de première nécessité, vous êtes donc dépendant du dollar. Et donc, très malheureusement, si vous ne produisez pas à l'intérieur du territoire votre nourriture, vos biens de première nécessité, je donne un exemple simple, nous achetons des meubles en bois, alors que nous avons, nous, ici,
tous les arbres nécessaires, et quand nous faisons sortir du bois, nous le faisons sortir sous la forme des arbres entiers. Et c'est ce genre de bêtises qu'il faut arriver à un moment donné à stopper, point full stop. Et encore, je voudrais insister sur le fait que dédollariser notre économie n'est même pas notre défi. Notre défi, c'est de nous assurer que nous créons une économie domestique solide. Et nous donnons des emplois aux gens, et nous créons la richesse ici, et nous la circulons ici. Et que le besoin primaire en termes de monnaie dans notre pays doit être le besoin du franc congolais. OK? Et que exceptionnellement, on aura besoin des dollars pour importer les biens qu'on ne peut pas produire ici, ou des biens dont nous n'avons pas du tout le potentiel ici. Et toute la question psychologique qui bloque les Congolais sur la parité, sur la nécessité de la couverture des importations, je dis, il ne faut pas se battre pour faire le mauvais combat, il faut faire le bon combat. Le bon combat, c'est le combat de la production dans la République démocratique du Congo, partout sur notre territoire et dans tous les secteurs. Le reste, c'est de l'amusement de mauvais goût, et ça fait 30 ans qu'on fait la même chose, et ça fait 30 ans qu'on a le même résultat. Mais comment se fait-il un peu lorsque, avec l'ancien régime, il y a quand même eu un temps où vous voyez que le dollar est un peu stable, même si ça grimpe un peu dernièrement bon, mais quand même c'était un peu stable à l'époque, comme c'était en 92. 92, ça a quand même duré un peu, ça ne bouge pas, mais présentement, nous avons de 2002. 2002, vous. Oui, parfait. Oui. Je voudrais vous rappeler des choses qui peuvent réellement vous parler. Nous importons de la nourriture de la Zambie, et même à cette époque-là, on continue à importer de la nourriture. OK? Comme du maïs, que l'on peut produire chez nous. On importe... Mais pourquoi on ne produit pas? Laissez-moi terminer. On importe des chinchards et on importe de la viande du Brésil. Et ça, on le fait depuis 2002, depuis 2000, depuis avant, on le fait la même bêtise. Et les mêmes bêtises produisent les mêmes effets. Maintenant, je voudrais juste vous faire comprendre 2-3 petites choses qui vous donnent des illusions de bien-être en ce moment-là. Et si on en parle déjà, c'est parce que, très malheureusement, on a toujours l'impression que c'est normal que l'on continue à importer des biens que l'on peut produire ici. Non, ce n'est pas normal. Le taux de chômage chez nous est au-delà de 90%. Je parle de chômage, pour moi, les emplois, c'est des emplois formels. Mais ça a toujours été comme ça et ça n'a pas changé. Et personne ne peut vous démontrer qu'en 2002, on avait des bien meilleurs chiffres, pas du tout. On avait une impression que le taux du franc congolais était stable pour une simple raison, parce que de temps en temps, on injectait les devises sur le marché pour absorber les francs congolais. Très malheureusement, ça n'a pas résolu le problème est resté entier. Je voudrais revenir sur le fait que, comparez-vous à l'Angola, comparez-vous au Kenya, comparez-vous à la Tanzanie, vous allez vous rendre compte qu'il y a un certain nombre de biens qui ne justifient pas que nous soyons en mesure d'importer. Notre besoin en dollars, ce qui détermine l'importance de la parité, c'est le fait que nous consommons en tout et pour tout des biens importés. Je reviens du Bénin, encore une fois, pour vous en parler. Il y a 5 ans, 6 ans, ils ont commencé la culture du coton. Maintenant, ils produisent les essuie-mains, ils produisent des t-shirts, ils produisent des chemises. C'est comme ça qu'on travaille. Ça veut dire qu'on arrête de financer le travail dans d'autres pays, on commence à le financer dans son propre pays. Ici, on ne produit rien, donc aucun vêtement produit en RDC. Il n'y a pas d'usine. Vous avez dit vous-même, et c'est la vérité, et il n'y a pas qu'au niveau des vêtements. Parlant des vêtements, nous sommes l'un des plus grands importateurs des vêtements de seconde main. Nos filles et femmes importent même des caleçons de deuxième main qui nous viennent des pays que l'on peut considérer aujourd'hui comme étant plus riches que nous. Et ça, c'est de la simple honte, parce que ça, ce n'est pas des choses difficiles à faire. C'est si simple à faire que nous pouvons être en mesure de le faire si nous le désirons. Monsieur Al, et toute la question, c'est de prendre des décisions et les exécuter. Nous vous voyons dans beaucoup de colloques. Je vous rappelle que nous étions avec vous en 2022, grand forum économique organisé par la Chambre de commerce du Congo central, CCIK, présidé par M. Félix Samouna. Vous étiez là, vous avez animé une grande conférence, et je me rappelle même à l'époque que le président actuel était venu sanctionner cette activité. On voit partout, à l'RTNC, partout, parler de l'économie. Vous rencontrez ces gens-là, mais pourquoi ça ne change pas? Je le disais tout à l'heure, notre capacité à passer de la parole à l'action est très limitée. Me souvenant de cette conférence, je disais au gouverneur à l'époque que sa province était éminemment rurale et que sa stratégie était urbaine, et c'était une faute.
2 ans plus tard, tout le monde peut constater exactement ce que je disais, mais ce n'est pas le plus important que j'ai raison. Le plus important, c'est qu'on corrige les choses. Chacun de nous a son travail. Je ne suis pas un homme politique, je ne suis pas au pouvoir. Je donne mon point de vue qui est un risque intellectuel important, parce que n'importe qui peut se permettre de vous contredire. Mais je donne un point de vue et je dis, j'aimerais entendre un autre point de vue. Et ce que je dis est tout à fait faisable. Aujourd'hui, regardez des choses qui se passent bien. On est en train de mettre en place une couverture santé universelle. Hier, les gens pensaient que c'était impossible. Aujourd'hui, on se rend compte que ça se fait. Et quand on veut, et le chef de l'État le veut, nous arrivons à le faire. Ce qu'on a réussi à faire dans le secteur de la couverture santé universelle, et de la gratuité partielle dans le secteur de l'enseignement, avec de la discipline, on peut le faire dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pêche. Et ça, encore une fois, c'est juste décider et le faire. Nous avions vu l'inauguration ici de lancement de bateaux de pêche ici en RDC. Vous revenez à ce que je vous disais tout à l'heure, notre capacité d'exécuter ce que nous disons est encore très faible. Le président ne peut pas tout faire. C'est pour ça que je vous disais, chaque ministre, je n'ai pas à moi de vous répondre sur cette question. Chaque ministre est censé faire son travail et chaque gouverneur est censé faire le sien. Et encore une fois, je voudrais simplement vous dire que ce n'est ni responsable ni sérieux de pointer le doigt. C'est se poser la question de savoir, nous, qu'est-ce que nous faisons. Et le jour où nous allons commencer à nous considérer comme des gens responsables, il sera peut-être possible de faire les choses. Dans beaucoup de pays, la production elle est faite par les secteurs privés. Ce n'est même pas les politiciens qui le font. Merci beaucoup. Nous tendons presque vers la fin. J'aimerais vous laisser un petit mot. Peut-être, on a prévenu, reçu une question du panier aménagère qui aujourd'hui, avec 10 000 francs, la famille de Kingasani qui vit au niveau de Kingasani n'arrive pas à se nourrir. Partagez-vous mon pays a l'art de se faire des illusions. Il n'y a aucun moment où on arrivera à donner de la nourriture aux gens quand ils restent assis chez eux. Dans ce même pays, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui en dépensent sans vergogne. La seule chose qui peut permettre aux gens de gagner 10 000, 100 000, 1 million de francs congolais, c'est le travail. Et je vous ai dit ici que le taux du travail chez nous est très faible parce que nous l'envoyons à l'extérieur en achetant des biens importés. Regardez le nombre de supermarchés qu'il y a, même dans les quartiers pauvres dont vous parlez, qui entrent dedans. Ce sont les Congolais. Pourquoi ils vont acheter des biens importés? Ça, c'est la grande question. Le jour où nous comprendrons qu'il faudrait qu'on produise localement, qu'on produise en quantité et en qualité, et vous pouvez être sûr que le taux de répartition sera meilleur et la capacité à capter le travail et à gagner de l'argent va s'améliorer. Il ne faut pas penser que la pauvreté est fatale. Il n'y a personne qui est déterminé et destiné à être pauvre. La pauvreté est honteuse. C'est quelque chose que nous devons faire passer dans le passé avec force. Mais pour ça, il faut simplement travailler. Il n'y a aucun moyen que l'on peut faire pour être en mesure de gagner de l'argent ou améliorer la qualité de vie sans travailler. Le problème de ce pays, c'est le travail. Et maintenant, je voudrais définir ce que c'est le travail. C'est le travail formel. Merci. Votre mot de la fin? Nous sommes un beau pays. Adressez-vous aux spécialistes de l'économie, à ceux qui dirigent l'économie de ces pays. Vous avez un mot à les adresser? Oui, bien sûr. Il faut moderniser le pays pour être en mesure de capter ces opportunités. Il faut financer l'économie domestique, il faut l'organiser et la moderniser. On ne peut pas avoir une économie archaïque comme celle que nous avons aujourd'hui, qui coupe le rural de l'urbain et qui pense que nous pourrons nous développer en nous tournant vers les importations. C'est une erreur majeure. Et je crois simplement que tout le monde le sait. Le ministre de l'économie est un homme brillant, il le sait très bien. Maintenant, entre le savoir et le mettre en pratique, c'est l'autre décision. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs, par ces mots de M. Alkitingue, spécialiste aux questions économiques que nous mettons fait à cette interview de ce jour. Vous avez compris que ce pays a de sérieux problèmes, selon l'invité du jour. Il y a de sérieux problèmes sur le domaine économique et autres, et la corruption, selon ce qu'il a parlé, que la corruption est l'élément majeur de la régression plutôt, je veux dire, de notre économie.
Mesdames et messieurs, par ces mots que nous vous disons au revoir et peut-être à la prochaine, nous allons encore le recevoir sur ce plateau pour faire l'évaluation de ce qu'on a eu à parler aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quand même de l'amélioration ou non? Et qu'est-ce que nous devons faire pour la vie future? Au revoir. Au revoir.